Salut à tous et bienvenue dans cette explication détaillée. Aujourd'hui, on va faire un véritable voyage au cœur de la machine. L'objectif, c'est de reprendre les choses depuis la base, comme si on était ensemble en salle de classe, pour vraiment comprendre les concepts fondateurs du C++. Alors oui, c'est un langage mythique, parfois il a la réputation d'être un peu intimidant, mais honnêtement, une fois qu'on le décortique avec méthode, il révèle une logique qui est absolument fascinante. Préparez-vous, on va poser ensemble les toutes premières briques qui vont nous mener jusqu'à la programmation orientée objet. Alors, quel est le programme des réjouissances? On va y aller étape par étape. 1. Petite introduction au C++. 2. On parlera des 4 grandes étapes de la compilation. 3. On plongera dans la mémoire et les variables. 4. On rendra tout ça interactif avec les entrées et sorties. Et enfin, 5. On ouvrira grand la porte vers l'orienté objet. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'introduction au C++. On enchaîne directement avec la partie 2, comment on passe d'un simple texte à une action concrète, les fameuses 4 étapes de la compilation. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment l'ordinateur fait pour comprendre ce qu'on écrit. En fait, c'est une véritable ligne d'assemblage industrielle, très bien huilée, qui se fait en 4 temps. D'abord, l'édition. C'est là qu'on écrit notre code, ce qui crée un fichier texte brut, le .cpp. Ensuite vient la compilation. Là, le compilateur agit comme un professeur super strict. Il relit tout, ne pardonne absolument aucune faute de syntaxe, et si tout va bien, il génère un fichier binaire, le .obj. Troisième étape, l'édition de liens, ou le link. C'est le moment où on assemble notre code avec des bibliothèques préexistantes pour créer le vrai produit fini, l'exécutable .exe. Et enfin, la magie opère avec l'exécution, le moment où le programme prend vie. Ce processus, c'est littéralement la base de la gestion de projet en C++, parce que dans la vraie vie, on ne travaille jamais sur un seul fichier gigantesque. C'est impossible à maintenir. On a de multiples fichiers sources séparés, chaque petit fichier .cpp est compilé dans son coin, et c'est seulement à la fin, lors de cette fameuse édition de lien, que tout fusionne. Les fichiers objets se rencontrent, les bibliothèques s'y ajoutent, et on obtient un seul bloc solide. C'est la cartographie parfaite de l'anatomie d'un logiciel. On passe à la partie 3, les variables et la mémoire, le nerf de la guerre pour stocker l'information. Pour qu'un programme fonctionne, il faut évidemment qu'il stocke des données. Imaginez la mémoire de votre ordinateur comme un entrepôt gigantesque. Dans cet entrepôt, on va utiliser des boîtes de stockage de différentes tailles, qu'on appelle des variables. Par exemple, une toute petite boîte, le type char, suffit amplement pour ranger une seule lettre et ça ne prend qu'un seul octet dans notre entrepôt. Mais si on veut stocker un nombre entier standard, un type int, le système va carrément réserver une caisse beaucoup plus grande, de 4 octets. Tout l'art du C++, c'est de choisir la bonne taille de boîte pour optimiser son programme. Et pour les nombres réels, vous savez, ceux avec des virgules, eh bien le principe est le même, mais la structure interne est un peu plus complexe puisqu'il faut stocker un signe, une mantis et un exposant. Là, on a le choix entre un float qui prend 4 octets pour une précision classique ou le poids lourd, le double, qui lui va réquisitionner 8 octets de mémoire. C'est plus lourd, certes, mais ça offre une précision mathématique redoutable pour les calculs vraiment pointus. Allez, partie 4, l'interaction. Comment faire dialoguer la machine avec le monde extérieur. C'est génial d'avoir des boîtes dans la mémoire, mais un programme qui reste muet et sourd, ça n'a pas grand intérêt, n'est-ce pas? Il faut que ça communique. En C++, la magie opère souvent grâce à une bibliothèque standard appelée IOStream. L'inclure dans son code, c'est ouvrir la porte au dialogue. C'est elle qui nous permet d'utiliser l'opérateur SYN. Imaginez SYN comme une oreille super attentive. Il met le programme en pause, il écoute ce que l'utilisateur tape au clavier, et paf, il va ranger précieusement cette information directement dans la variable qu'on lui a indiquée. L'interface entre l'humain et la machine est née. Et si on met tout ça ensemble, dans une boucle d'interaction complète, ça devient vraiment intéressant. On utilise Cout, qui est un peu la voix du programme, pour poser une question à l'utilisateur, par exemple pour demander des valeurs. Ensuite, la SYN écoute et capture la réponse. Le programme fait ses petits calculs en coulisses, comme une moyenne, et Cout reprend la parole pour donner le résultat. D'ailleurs, petit aparté, c'est là qu'on réalise l'importance cruciale de la lisibilité du code. Un code bien aéré, bien indenté, ça permet de comprendre ce dialogue d'un seul coup d'œil sans s'arracher les cheveux. Et nous voici déjà à notre 5e et dernière étape vers l'orienté objet, la structuration ultime. Nos fondations algorithmiques sont maintenant bien solides, il est temps d'ouvrir la porte vers une architecture plus avancée. Historiquement, dans le langage C classique, on gérait la complexité avec des structures. Le concept est brillant de simplicité, ça permet de regrouper plusieurs variables sous un seul et même nom. Au lieu d'avoir 3 variables qui se baladent toutes seules dans la nature pour l'âge, le nom et la note d'un étudiant, on les regroupe dans une belle boîte qu'on étiquette « étudiant ». C'est un super moyen d'organiser sa pensée, mais attention, ce n'est qu'un tremplin vers quelque chose de beaucoup plus puissant.
Et cette chose plus puissante, ce sont les classes. C'est vraiment la pierre angulaire du C++. Une classe, c'est l'évolution ultime de la structure. Pourquoi? Parce qu'au lieu de stocker uniquement des données passives, la classe va aussi contenir ses propres actions, ses propres fonctions. Et surtout, c'est là que réside le génie du concept. Elle introduit le contrôle d'accès. On crée une distinction vitale entre l'interface publique, c'est-à-dire les boutons sur lesquels on a le droit d'appuyer, et l'implémentation privée, les rouages internes de la machine qui doivent rester invisibles et protégés. Concrètement, ça donne quoi? Prenez une classe qui modélise une fraction mathématique. Appelons-la rationale. Sous une étiquette private, on va cacher nos données brutes, le numérateur et le dénominateur. Ils sont sous-clés. Personne ne peut y toucher directement. Et sous une étiquette publique, on va déclarer nos fonctions, nos actions. Ces fonctions sont les seules à avoir la clé pour manipuler les données privées. C'est exactement ce qu'on appelle l'encapsulation. Les données ne sont plus livrées à elles-mêmes, elles sont sous haute protection. Voilà, on a bouclé la boucle. On est parti d'un simple fichier texte décortiqué par un compilateur exigeant, on a géré des boîtes en mémoire, on a dialogué avec l'utilisateur et on a posé les bases de l'encapsulation avec les classes. Bref, on a vu que la programmation, au final, c'est juste traduire la logique de notre monde réel dans une langue compréhensible par l'ordinateur. Alors, pour clôturer cette analyse, je vous laisse avec cette réflexion. Maintenant que vous comprenez cette frontière stricte entre le privé et le public, comment feriez-vous pour modéliser un objet de votre quotidien avec une classe C++? Je vous laisse y réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication et à très vite pour de nouvelles découvertes dans le code.